en ce beau vendredi, en cette veille de week-end et pour certains des vacances de Pâques. C'est la première fois que je participe à un Facebook Live. Mais voilà, vous avez pu l'apprendre sur mon Facebook, sur ma page Facebook. Vous avez été plusieurs à poser des questions et je vais essayer d'y répondre au mieux en n'éludant aucune de vos questions. Mais peut-être que les réponses risquent de ne pas vous satisfaire entièrement. Enfin, peu importe, l'important c'est d'être en contact et en phasage et en débat totalement transparent et démocratique avec vous. Quelle serait la première question? Alors la première question est de Mariella, qui demande si vous savez rappeler ce que votre prof, M. Jomotte, entendait par bois monétaire. Parce qu'elle n'a pas terminé Sciences Éco, et comme les États se font manger par les banques au point de ruiner la planète et la majeure partie de ses occupants, etc., elle dit qu'elle aurait bien d'autres questions, mais que ça risque de vampiriser votre poste et d'être considéré hors sujet, et elle vous remercie d'être à leur écoute. Alors, Mariella, bonjour. De fait, il y a à peu près maintenant plus de 30 ans que je suis sorti des cours. Je me souviens très très bien des cours de M. Jomotte, parce que c'était quand même un phénomène dans la faculté de Sciences Éco. Alors, boa monétaire, je dois bien avouer que je n'ai pas été regardé dans mes notes, mais ça ne me dit pas grand-chose. Peut-être qu'il s'agit du serpent monétaire. Le serpent monétaire, c'était ce couloir qui, bien avant l'euro, bien avant l'union monétaire, servait à quelques pays européens pour faire en sorte qu'ils restent avec des fluctuations qui étaient contrôlées, mais qui permettaient quand même d'avoir un plus ou un moins de leur devise par rapport aux autres. J'imagine que c'était à ça que tu pensais en posant la question, mais franchement, c'est un petit peu vieux, même si c'est important. Maintenant, on vit avec une monnaie unique et espérons que ça puisse continuer à servir, à donner du plus pour nos économies européennes. On a Did qui vous demande si, selon vous, les provinces ont encore une utilité et si oui, ne vous mettez-vous pas en porte-à-faux avec les propos de M. Charles Michel? Ah, M. Charles Michel, notre Premier ministre, eh bien, avant d'être Premier ministre, il a été président de parti, il a aussi été ministre des Affaires intérieures de la région wallonne et à ce moment-là, j'avais l'honneur de travailler pour lui en tant que chef de cabinet pour les pouvoirs locaux. Et déjà, soyons clairs, déjà il travaillait dans cette matière avec une appréciation toute relative par rapport à ce qui se passe dans les provinces, à ce qui se passe dans les intercommunales aussi, puisque c'est le débat pour l'instant. Alors, être en porte-à-faux, je ne crois pas, parce qu'il ne s'est jamais exprimé pour être contre les provinces, mais par contre il a tenté de faire en sorte de les amener sur un chemin qui évitait d'avoir les doublons entre les métiers qu'exerce la province et les métiers qu'exercent d'autres niveaux de pouvoir, notamment la région wallonne. Et il a lancé l'idée des partenariats. Je vais me permettre d'être un peu long sur ce chapitre, puisque sur cette question, elle est fondamentale. Alors, en porte-à-faux, je ne crois pas. Je suis certain que nous faisons dans nos provinces respectives des métiers qui sont utiles aux citoyens, que ce soit dans les différentes matières. Je connais évidemment mieux la province de Namur que les autres provinces, mais en matière économique, par exemple, sans les provinces, mais je crois qu'au niveau de la région wallonne, il y a un risque évident que les moyens que nous mettons, nous, en province de Namur, pour développer notre économie, pour être un territoire attractif, si ces moyens n'étaient plus exercés avec le pouvoir du conseil provincial et l'intercommunal du bureau économique, ces moyens seraient certainement utilisés par d'autres au niveau des autorités régionales et ces moyens iraient plus à Liège ou dans le Hainaut que l'importance qu'on peut y accorder sur le territoire namurois. Deuxième exemple, la culture. Ça, c'est une compétence pour laquelle il n'y a pas beaucoup de sous, et surtout en matière de crise économique, mais c'est un des premiers vecteurs dans lequel on fait des économies. C'est important de pouvoir continuer à investir dans la culture parce que c'est vraiment un des besoins essentiels en matière d'évolution d'une société, c'est de s'intéresser à la culture, de ceux qui font la culture et de pouvoir répondre aussi à ceux qui ont envie d'avoir un épanouissement culturel. Eh bien la province le fait.
Elle a ses propres activités, ses propres musées, sa maison de la culture qui est actuellement en rénovation, mais ces secteurs culturels sont disponibles pour la population et sont disponibles aussi en partenariat avec les centres culturels locaux. Ça veut dire qu'on décentralise la province sur l'ensemble du territoire, on décentralise la culture sur l'ensemble du territoire de la province avec des acteurs qui ont une capacité à intéresser les gens là où ils sont. Ça veut dire que la province est aussi avec cet objectif d'offrir une culture pour tous. Troisième exemple, c'est en matière d'enseignement. On a nos propres établissements d'enseignement qui sont spécifiques, que ce soit au niveau de l'école hôtelière, de l'école d'équitation à Gênes, de l'école d'agriculture et d'agronomie à Ciney, de nos instituts de formation. Je crois que c'est reconnu par beaucoup de monde. Tous les élèves qui sortent de nos écoles évitent la case chômage. Donc non seulement c'est bien pour eux, je crois que c'est quand même une dynamique qui est fort importante de pouvoir, quand on a suivi une formation, avoir un job en sortant, mais c'est aussi bien pour l'ensemble de la société puisque ça fait des économies pour la sécurité sociale. Voilà quelques exemples qui montrent que les provinces, en tout cas la province de Namur, a encore toute son utilité et les autres niveaux de pouvoir ne pourraient pas faire ce que nous faisons. Alors, est-ce que la question posée était de savoir si on peut organiser les provinces différemment? Et bien sûr qu'on peut les organiser différemment, mais j'attire l'attention sur le fait que, à contrario, si on devait les supprimer, on remplacerait les provinces par quelque chose qui est un autre organe, parce que dans tous les pays, on l'observe, et chez nous, on l'observerait aussi, il est nécessaire d'avoir un niveau de pouvoir intermédiaire entre les communes et les autres niveaux de pouvoir, que ce soit la région, la communauté française ou l'État fédéral. Et donc, si c'est pour supprimer les provinces et les remplacer par autre chose, qui serait moins démocratique, parce que les provinces ont un conseil provincial avec des élus au premier degré. Et ça aussi, c'est important de pouvoir garder cet impact, cette influence démocratique dans le fonctionnement des institutions. Désolé d'avoir été un peu long, mais ça me paraissait être important de pouvoir le justifier. Dide, qui justement est en train de regarder votre réponse en direct, redemande pour aller un peu plus loin si nous n'allons pas vers une fusion avec la région d'après vous. Mais tout est possible et les débats pour l'instant amènent à être très très vigilants sur les réponses à apporter aux questions, parce que les questions elles sont pertinentes, mais les réponses ne le sont pas toujours. Donc comme je le disais, dans tous les autres pays qui nous entourent, que ce soit en France, en Allemagne, en Italie, en Espagne, il y a une reconnaissance des pouvoirs politiques intermédiaires parce qu'ils ont une meilleure perception des défis, des intérêts, des spécificités de leur territoire. Et donc c'est en ça que je crois que les provinces doivent être maintenues et les pouvoirs régionaux ne pourront pas mettre en place ce type de niveau de lien avec la proximité du citoyen. Prendrez l'exemple, à contrario, la région nous a repris il y a quelques temps la compétence logement, en disant, oui c'est vrai, ça fait doublon. Mais j'observe que depuis qu'elle a repris la compétence logement et les moyens que la province de Namur y mettait, elle n'a rien fait de plus pour gérer les problématiques du logement sur notre propre territoire. Donc c'est un leurre de croire qu'en reprenant les compétences provinciales au niveau régional ou de la Fédération Wallonie-Bruxelles, la politique qui est exercée le sera mieux par un pouvoir régional par exemple. Une prochaine question. On dit que M. Cruc a proposé sur le plateau de RTL il y a un mois à tout à chacun de le suivre une semaine afin de prouver que son salaire est justifié. On vous demande si vous êtes capable d'en faire autant. Ah, et comment je félicite Jean-Luc Cruc de se lancer dans cette opération. Moi, j'ai déjà lancé l'idée à de nombreuses reprises, depuis de nombreuses années, à inviter en particulier tout le monde, mais les jeunes qui ne se rendent pas nécessairement compte de ce qu'on peut faire quand on exerce un mandat politique, de me suivre pendant une journée, une semaine, un mois s'il le faut, pour voir à quel point nous sommes impliqués dans les métiers qui sont les nôtres. Et je crois que c'est valable aussi pour mes collègues qui sont au niveau du collège provincial. Je crois que c'est
quand on fait de la politique, quand on s'implique dans la politique, on s'implique avec, je dirais, corps et âme, esprit. Il suffit d'en parler aux collaborateurs qui travaillent avec moi pour voir à quel point mon agenda est fourni et chargé de futilité. Je n'ai pas l'impression, mais il y a des réunions, il y a des rencontres, il y a des rendez-vous, il y a des visites. Ce matin, nous étions en visite d'entreprise avec ma collègue Coraline Absine. Il y a bien sûr une attention toute particulière à être en phase, en connexion avec la population. Ça prend énormément de temps, non seulement pendant les 5 jours de la semaine, mais aussi très souvent en représentation au niveau des jours de week-end, des soirées. Donc parlez-en aussi à mon épouse, à mes enfants. Ça fait des années et des années qu'ils me voient sur le terrain, ou en tout cas loin de la maison. Je crois que c'est une bonne idée, si l'un ou l'autre d'entre vous souhaite me suivre pendant quelques jours, de voir à quel point on s'implique pour notre mission, pour la population. Jerry demande pourquoi la province ne fait-elle pas un fonds d'art avec les artistes namurois. Elle soutiendrait ceux-ci et les galeries qui les représentent. Alors c'est une excellente idée, mais il faut savoir que nous le faisons déjà. Nous le faisons à différents niveaux. Mais ceci dit, l'idée, si je la comprends bien, l'idée de la question est de dire qu'il faut soutenir les artistes namurois. Je crois que je note cette question et je vois si on peut faire mieux. Mais déjà actuellement, qu'est-ce qu'on fait? Il y a des fonds qui ont été créés au niveau du budget de la province de Namur, d'abord pour permettre à nos musées d'acquérir des œuvres complémentaires, que ce soit au musée Rops. Et parfois, on a cette chance, via notamment, ici dernièrement, la Fondation Roi Baudouin, de pouvoir bénéficier de subventions ou d'aides directes par les uns et les autres pour compléter les collections de nos musées. Ça a été le cas ici il y a quelques semaines avec le Sphinx au niveau du musée Rops. C'est valable aussi pour le musée des Arts Anciens. Je crois qu'on a justement budgété un montant pour acheter une œuvre, un Christ en croix, qui sont des œuvres namuroises. Bon, elles ne sont pas d'artistes contemporains. Mais on a, avec l'avènement de la Maison de la Culture rénovée, aussi un espace muséal qui permettra d'acquérir aussi et d'amplifier nos collections d'œuvres contemporaines. Bon, on parle de nouveau d'artistes qui ont une cote internationale, que ce soit par exemple Evelyne Axel ou d'autres artistes namurois plus contemporains. Voilà quelque chose qui permet d'avoir une notoriété, d'asseoir les artistes namurois. À côté de ça, on aide aussi les artistes dans toutes les disciplines via le Fonds Thierry-Honnet, en leur donnant une bourse qui permet de poursuivre, de financer une partie de leur formation complémentaire, souvent dans des lieux prestigieux. Je crois que c'est fort important de pouvoir le faire aussi. Mais je reviens à la question fondamentale, est-ce que nous devons aider nos artistes de chez nous? Je retiens vraiment l'idée, il faut voir dans quelle mesure on peut le faire tout en n'étant pas discriminant. Il faut pouvoir créer des conditions, des critères qui permettent de dire on prend parmi ceux-là les meilleurs. Et c'est pour l'instant les journées des artisans. Et là aussi, la province de Namur soutient énormément les artisans. Une très bonne chose, un très bon appui aussi à faire en sorte qu'ils puissent continuer à s'épanouir dans leur métier, dans l'art et dans la façon dont on peut le diffuser à l'ensemble de la population namuroise. Prochaine question. Monsieur Boucher, suivi par 46% des membres du parti, ont voulu abolir l'obligation de vote. On vous demande votre position sur ce sujet. Je ne vais pas être très très long sur la question, mais Georges-Louis Boucher a de fait présenté un amendement à notre doctrine il y a quelques mois maintenant. Mais moi je fais partie des 54% qui estiment que l'obligation d'aller voter reste une bonne chose. Quand je prendrai l'exemple des récentes élections au niveau des Pays-Bas, où on a vu qu'il y avait, le vote n'est pas obligatoire aux Pays-Bas, mais il a fallu vraiment une mobilisation fondamentale de la part de nombreux citoyens pour faire en sorte que le populisme, qui est un risque de nos démocraties pour l'instant, quel que soit le pays, ce risque-là, il est réel. Alors, afin de rendre conscience ceux qui ne s'intéressent pas à la politique, et ils sont très très nombreux, de prendre conscience qu'ils doivent participer à un processus qui s'inscrit dans une démocratie
et je crois que c'est une très bonne chose. On l'a de façon historique toujours fait dans notre pays depuis des dizaines d'années maintenant. Je crois que c'est une très bonne chose d'aider les gens par une obligation à se prononcer. On vote moins souvent que précédemment, donc ça ne doit pas entraîner énormément de difficultés, mais au contraire, ça aussi, ça incite à se renseigner sur les candidats, sur les programmes des partis, pour faire en sorte que le choix soit le plus judicieux possible quand on est appelé à l'exercer. Et ce n'est pas un droit, c'est un devoir d'aller voter. Did nous dit que les partis politiques sont censés représenter toute la population. Or, sur les listes du MR, on retrouve un maximum d'universitaires issus des hautes écoles ou de familles fortunées. Pourriez-vous, à titre personnel, soutenir une personne sans diplôme et issue du peuple? Bien entendu, et c'est peut-être une perception qui est légèrement tronquée de se dire que sur les listes du MR, il n'y aurait que des intellectuels ou des gens fortunés. D'abord, le parti, le mouvement libéral n'est pas un mouvement de capitalistes, c'est un mouvement de personnes qui pensent que la liberté permet de développer dans l'ensemble des secteurs de la société, et pas uniquement dans le secteur économique, dans l'ensemble des secteurs de la société, permet de développer cette société dans son entièreté à partir des individus. Je crois que c'est important de le rappeler. Non, ce qui est aussi, je ne sais pas si ça se ressent, mais quand on constitue une liste, il est fort important, et on recherche d'avoir des ouvertures sur un très large public pour brasser un maximum de personnes. Donc on sait qu'il y a des obligations, par exemple maintenant c'est une obligation d'avoir autant d'hommes que de femmes, la parité des sexes, mais il y a aussi, quand on constitue une liste, une recherche d'avoir des profils sociologiques qui soient très différents. Il faut à la fois des jeunes, à la fois des personnes plus matures et puis des personnes qui sont aînées. Il faut remplir aussi avec le profil de fonctions qui soient tantôt un peu plus économiques, tantôt un peu plus culturelles, tantôt la maman, la mère de famille, ou le père de famille bien entendu. Donc c'est tout un équilibre pour essayer de brasser la population dans son ensemble. Et puis maintenant, tous ces candidats, ils vont faire campagne, ils vont donner le meilleur d'eux-mêmes pour faire en sorte qu'ils fassent passer non seulement les idées du parti, mais leurs propres idées à l'intérieur d'une structure qui est un parti. Donc, je crois qu'il y a un biais en se donnant l'impression que le MR serait plus que d'autres un parti où il n'y aurait que des intellectuels ou que des gens du grand capitalisme. Ce n'est certainement pas le reflet de la réalité. Sans transition, vous partagez régulièrement des offres d'emploi sur vos réseaux sociaux ou votre site web. Des diplômes y sont toujours demandés. Par contre, aucune ne tient compte des certifications obtenues lors des formations du Forum ou des compétences réelles de la personne. Trouvez-vous ça normal et qu'en pensez-vous ? La question est pertinente et elle est exacte. Il s'avère que les offres d'emploi que je mets la plupart du temps, c'est pas à 100%, mais c'est quand même une grande majorité, émanent de pouvoirs publics ou proches des pouvoirs publics, des associations de pouvoirs publics. Et là, on est soumis à des règles de fonction publique. Donc, c'est la première réponse. On doit répondre à toute une série de critères et il faut définir des profils de fonction. Et dans les profils de fonction, il faut y mettre des diplômes. Et pas nécessairement, avoir un diplôme ne veut pas nécessairement dire qu'on a la compétence pour exercer un métier. La question est tout à fait pertinente. Je crois qu'il y a aussi une question de taille. Quand on a une entreprise, qu'elle soit publique ou privée d'une certaine taille, il faut évidemment se mettre aussi des critères qui permettent une sélection plus organisée, plus structurelle. Les petites entreprises ont beaucoup plus la capacité, qu'elles soient de nouveau, mais c'est essentiellement des entreprises privées, ont beaucoup plus la capacité d'aller chercher les capacités des uns et des autres sans nécessairement tenir compte exclusivement ou principalement du diplôme, et donc c'est plutôt vers là qu'il faut s'orienter. Moi, j'observe dans mes visites d'entreprise, et j'en fais beaucoup, qu'il y a des tas de gens qui ont une compétence vraiment réelle ou qu'ils ont appris sur le terrain, qui continuent à accroître et qui n'ont pas nécessairement des beaux et grands diplômes. Donc
la question est bien posée. C'est notre structure de société qui fait que dans les offres d'emploi que je partage sur Facebook, ce n'est pas nécessairement comme vous le souhaitez qu'on peut le faire. Alain nous demande, vous l'avez déjà évoqué, peut-on demander à la province un logement social? Alors, la province n'est pas à la manœuvre directement dans les sociétés de logements sociaux, c'est plutôt au niveau des communes que ça s'organise, donc je n'ai pas de prise directe sur la façon dont on fait les sélections au niveau des logements sociaux. Par contre, je sais qu'il existe, quand on introduit sa candidature, toute une série de critères qui font qu'on accumule ou non des points en fonction de sa situation personnelle. Et plus on a de points, plus on a une chance d'avoir rapidement un logement qui pourrait se libérer, sachant que, et ça doit être un droit pour tout le monde, de pouvoir bénéficier d'un logement un peu digne et décent, ça devrait être un droit pour tout le monde, sachant qu'il y a beaucoup d'efforts sont effectués par les pouvoirs publics pour répondre à cette obligation, notamment au niveau des communes, avec la multiplication, la création de nouveaux logements, des espaces de crise, quand il y a un immeuble qui malheureusement doit être désaffecté pour une raison ou pour une autre. Il y a aussi des CPS qui sont à la manœuvre, donc c'est plutôt au niveau communal qu'au niveau provincial qu'on peut répondre à cette question. Et il faut là aussi objectiver sa candidature pour pouvoir bénéficier d'un logement le plus rapidement possible. Toujours sur la thématique logement, Marissa nous dit, y aurait-il des logements sociaux d'ici 2018 pour loger tous les SDF namurois? Elle nous dit que cela doit être une priorité. Si c'est bien entendu un des éléments prioritaires des pouvoirs publics, j'ai bien peur que d'ici 2018, soyons clairs et francs, ce ne sera pas le cas. Il y a beaucoup trop de carences en termes de logement que pour pouvoir offrir de nouveau un logement correct et décent à l'ensemble de la population, mais je crois que les pouvoirs publics dans leur ensemble ne sont pas avares d'essayer de trouver des moyens pour résoudre ce type de problème. Mariella nous dit, service d'urgence, efficacité ou lourdeur et dysfonctionnement, coordination entre les divers intervenants, le malade dans tout ça. Ah, le malade, bon, c'est aussi un sujet qui concerne probablement trop de personnes, des dizaines, voire des centaines de personnes qui ne sont pas suffisamment en capacité, manque de revenus ou manque de connaissances, d'avoir la possibilité d'aller chez les uns et chez les autres pour se faire accompagner, voire se faire soigner si c'est nécessaire. Mais au niveau de la province, nous avons plusieurs réponses par rapport à ça. D'abord, on fait un travail de prévention à la santé. On octroie beaucoup d'attention dans nos départements de santé à la prévention de la santé, que ce soit d'abord dans les niveaux scolaires avec les centres PMS, PSE, dans nos milieux, dans nos maisons du mieux-être qui sont disséminées sur l'ensemble du territoire, où il y a vraiment des attitudes on fait appel et on donne des réponses par rapport à toute une série de problématiques, d'attitudes saines, de lutte contre les assuétudes, que ce soit l'alcoolisme, la drogue, les maladies sexuellement transmissibles. Donc on est là en prévention pour faire en sorte qu'on ne doit pas avoir le moins possible, on doit avoir recours à aller chez le médecin pour se faire soigner par la suite. Je crois que c'est important de garder ça en place. Nous avons aussi, de façon encore plus préventive, notre école d'infirmiers et d'infirmières qui permet de former des personnes dans ces métiers-là. Je crois que c'est aussi quelque chose qui est important. Et puis, on forme aussi dans notre institut de formation les pompiers, les ambulanciers, les policiers pour faire face le plus efficacement possible à ce type de situations qui sont souvent pénibles pour une partie non négligeable de notre population. Jean-Pierre nous dit que la ville de Namur a adopté une clause sociale pour ses chantiers et on demande pourquoi pas la province. Eh bien, la province n'a pas attendu la ville ni la région d'ailleurs pour mettre des clauses sociales dans ses cahiers des charges. Nous sommes d'ailleurs une institution précurseur à ce niveau-là.
Mais par contre, ça ne semble pas avoir tous les effets qu'on attend, même si dans les cahiers des charges, il y a des clauses sociales. J'ai eu en début de semaine encore un entrepreneur qui m'a interpellé en disant que sur le chantier de la Maison de la Culture, alors que c'était une des conditions pour pouvoir bénéficier, participer au processus de sélection, l'entrepreneur y ayant répondu, mais il s'avère qu'il travaille avec des sous-traitants et que ces sous-traitants travaillent aussi avec des personnes émanant de pays étrangers. On a l'habitude de parler des pays de l'Est. Voilà. C'est le fait de mettre des clauses sociales est une première démarche, mais on s'en rend bien compte, ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant et donc il faudra encore être plus vigilant. Non pas que, en titre personnel, je sois contre le fait que dans une Europe, il puisse y avoir un brassage des populations et un échange des personnes qui viennent travailler chez nous, mais aussi nous qui pouvons aller travailler chez eux. Je crois fermement que c'est aussi en les aidant chez eux à relever leur niveau de vie qu'ils seront probablement moins dans une situation de besoin économique à venir travailler chez nous. Mais il ne faut certainement pas empêcher les gens de passer d'un pays à l'autre. Il faut par contre les accompagner chez eux et faire en sorte que chez nous, notre savoir-faire ne se perde pas, que nos artisans puissent continuer à participer et à être ils sont à la pointe en termes de compétences, d'utilisation des nouvelles technologies, et les nouvelles technologies apporteront aussi beaucoup de nouveaux métiers. Il faut s'y préparer et nous devons être, en tant que pouvoir public, très vigilants à ça, faire en sorte que les jeunes qui commencent des formations maintenant puissent encore être tout à fait à la page et performants par rapport à ces nouveaux métiers qui vont arriver, qui arrivent déjà maintenant et qui vont arriver dans le futur. Une journée gratuite des Namurois, toute la province, à Chevetogne, en y invitant les communes à s'y exposer. Pourquoi pas, nous demande Jean-Pierre. Pourquoi pas? Et pourtant, ma réponse ne sera pas directement oui, pour deux raisons. La première, c'est que au niveau de nos musées provinciaux, nous nous sommes inscrits, comme nous le demande d'ailleurs la Fédération Wallonie-Bruxelles, dans des journées ouvertes gratuitement. Il y a au moins un dimanche par mois où tout le monde peut venir dans les musées gratuitement. Mais il s'avère que ça n'a pas le succès escompté, qu'on pourrait avoir sans doute plus de monde. Je dirais que peut-être que la deuxième raison, c'est que ce qui est gratuit peut être considéré comme insignifiant. On ne doit pas faire d'efforts pour aller vers. Or, il faut, même si les prix sont très démocratiques, le fait de se dire on paye quelques petits euros pour pouvoir visiter un musée, une exposition, ça vaut la peine de les payer parce qu'il y a une implication personnelle et on se rend, ça semble avoir plus de valeur. Alors, quant à Chevetogne, je suis responsable du domaine de Chevetogne et je suis aussi responsable pour qu'il puisse continuer à être entretenu correctement, qu'on puisse continuer, comme ça a été le cas dans le passé, à développer de nouvelles activités, des activités en toute sécurité, des activités qui puissent être disponibles pour l'ensemble des générations, des plus petits aux plus âgés, en toute sécurité, mais ça a un certain coût. Ce n'est pas au pouvoir public à supporter l'ensemble de ces coûts, donc il y a un prix minimum qui doit être demandé à chacun, sachant qu'il y a quand même une discrimination positive pour les habitants de la province de Namur, puisque en s'adressant d'abord à leur commune, mais maintenant ça va être le cas avec cette saison-ci directement sur le site internet du domaine, ils peuvent bénéficier d'un prix réduit par rapport aux autres habitants de Wallonie ou d'ailleurs pour acheter la vignette qui donne accès au parc pour 60 €, c'est quand même pas énorme, accès toute la saison pour une voiture, donc on peut se mettre à plusieurs dans la voiture et avoir pendant toute la saison accès au domaine de Chevetogne. Rodolphe demande s'il est possible de faire une conférence pour le groupe de coopération sur le thème de votre carrière politique. Bien entendu et bien volontiers. Je le fais régulièrement. Nous avons l'habitude d'ouvrir le palais provincial
au public qui le souhaite. Mais d'abord, il est ouvert, bien sûr, pendant les séances du Conseil provincial, tout le monde peut y venir, mais c'est une excellente idée à ces jeunes qui souhaitent s'inscrire dans la démarche de venir mieux faire connaissance avec l'institution provinciale, qui, reconnaissons-le, n'est pas toujours bien connue de la part de l'ensemble des citoyens, et je félicite cette démarche qui est de s'intéresser à nos institutions. C'est un devoir citoyen, et je suis tout à fait disponible à prendre le temps nécessaire pour organiser ce type de rencontre. Vous êtes vraiment le bienvenu. Inscrivez-vous, faites-moi part de votre demande, on trouve une date et on organise ça quand vous le souhaitez. Séverine demande comment postuler pour le CODIS. Le CODIS donc, c'est le dispatching. C'est les personnes qui, parce que ce n'est pas nécessairement connu de tout le monde, c'est des personnes qui s'occupent des appels d'urgence. Quand il y a un accident, quand il y a un feu, un incendie quelque part, ce sont les premiers qui sont en contact avec ceux qui appellent et qui organisent l'envoi en fonction des événements des ambulanciers, des pompiers. Alors au niveau du CODIS, c'est géré par les zones de secours. Il y en a 3 en province de Namur, donc ce sont les commandes pompiers qui vont organiser ce travail-là. Et c'est pour ceux qui travaillent dans cette cellule, qui est vraiment fort importante, qui est ouverte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, bien entendu, tous les jours de l'année, ce sont des personnes qui doivent être un peu spécialisées. Donc ce sont les commandants des 3 zones qui sélectionnent les personnes qui vont travailler dans ce secteur, sachant que la province est partenaire et on se félicite du fait qu'on a réussi à créer cette coordination sur l'ensemble du territoire provincial. C'est plus efficace comme ça, mais nous ne sommes pas à la manœuvre pour choisir qui va être sélectionné pour être en phase avec les appels d'urgence. Jean-Pierre nous dit que la province regroupe ses bureaux à Salzines. Que vont devenir les diverses implantations à proximité du centre-ville? Alors c'est un tout gros projet pour la province de rassembler l'ensemble de ses services administratifs, donc centralisés sur Namur, sur un seul site, parce que nous sommes dispersés à différents endroits de la ville de Namur, quelque peu dans la Corbeille, déjà beaucoup à Salzines, et donc c'est pour nous vraiment pour accroître l'efficacité du service qui est rendu toujours aux citoyens, mais aussi pour faire en sorte de faire des économies, parce que la façon dont nous travaillons pour l'instant, c'est un vrai gaspillage. Je prendrai l'exemple qu'il faut une camionnette qui fait le tour de tous les bâtiments pour aller chercher le courrier, distribuer le courrier tous les matins, tous les soirs. Donc c'est dans un bâtiment où on est tous rassemblés, ce sera beaucoup plus rationnel, beaucoup plus rapide et le service sera mieux rendu. Alors, il faut savoir qu'au niveau du centre-ville, il n'y a pas beaucoup de personnes qui vont déménager pour aller à Salzines, parce que il y a des bâtiments qui sont, j'en ai dit, essentiellement autour de la cathédrale. Il y a 2 appartements qui sont au rempart de la Vierge, par exemple, mais ces appartements, une fois qu'ils seront libérés des services, les personnes qui y travaillent pourront être trouver une affectation pour du logement, par exemple. Il y a un immeuble que nous occupons, que nous louons. Mais cet immeuble, il sera le propriétaire qui est l'ONEM pourra le remettre en location et il y a déjà des amateurs. Il y a d'autres bâtiments qui sont des maisons de maîtres dans le vieux quartier de Namur. Mais ces bâtiments-là pourront trouver d'autres affectations et nous ne répondons déjà plus ou avec beaucoup de difficultés, par exemple aux mesures de sécurité pour les personnes qui y travaillent. Donc ce sera vraiment un plus de se retrouver à Salzines tous ensemble, sachant que la toute grosse partie des personnes qui vont se retrouver à Salzines sont déjà en poste de travail sur Salzines, que ce soit avenue Rennes Street ou chaussée de Charleroi. Il y a plusieurs dizaines de personnes qui vont déménager de Salzines à Salzines. La dernière question, c'est Jean-Pierre qui nous l'a posée. Il dit qu'il cherche à savoir quelles sont les voies ferrées des zonings namurois, description, création, disparition. Jean-Pierre, tu m'as posé cette question il y a de fait quelques semaines maintenant. J'ai transmis ta réponse au niveau du bureau économique qui est plus en phase pour essayer d'y répondre. J'attends la réponse. Bien entendu, quand je l'aurai, je te répondrai. Mais sache que les
prochaine journée du patrimoine, qui se passe de mémoire le premier week-end de septembre, seront dédicacées au transport à pied par la voie d'eau et le chemin de fer. Et donc je sais que tu as un intérêt tout particulier pour le chemin de fer. Ce sera aussi, et l'institution sera partie prenante dans plusieurs de nos activités, que ce soit au niveau du musée des Arts Anciens, mais aussi en tant que partenaire à Gemelle. Nous serons en phase pour essayer de faire en sorte que la voie ferrée soit quelque chose qui ait du sens, se rappeler l'historique et la façon dont on peut continuer à le développer est quelque chose, me semble-t-il, qui est important dans notre patrimoine et donc la valorisation de ce patrimoine. Si tu veux, tu fais partie je sais que tu as un intérêt particulier, tu fais partie de ce groupe de travail pour pouvoir participer à ces Journées du patrimoine 2017. Un petit mot de conclusion peut-être? Mais voilà, je sais que ça a certainement été trop long pour beaucoup, mais il faut essayer d'être complet dans les réponses. J'espère que vous aurez trouvé dans les réponses que j'ai pu émettre, ce que j'aimais à titre personnel, c'est mes réponses. Je n'engage personne dans le cadre de ces réponses. Je crois que c'est une première expérience en fonction de ce qui aura pu être analysé, vos réactions, si elles sont nombreuses ou pas. Si vous sentez le besoin, on refera une deuxième édition et pourquoi pas d'autres. Sinon, je suis bien entendu toujours disponible à essayer de répondre individuellement aux questions qui sont posées sur Facebook ou ailleurs, par mail, suite à ma lettre d'information qui paraît chaque mois. N'hésitez pas à vous manifester pour suivre l'actualité et que je tente de répondre à vos questions. Merci pour votre participation pour cette première et peut-être à très bientôt.